il faudra y penser. Bonjour à tous, OK. bienvenue à notre webinar ayant pour thème la facture électronique. On va échanger aujourd'hui sur 4 cas d'usage pour aborder la réforme d'une manière assez concrète. On va passer 1 heure ensemble. Je suis Florent Rojon, responsable commercial chez DocuWare. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Albéric. Bonjour Albéric. Bonjour Florent, bonjour à tous. Pour ma part, directeur régional sur l'Île-de-France et la région Centre, et je suis également très heureux d'être avec vous ce matin. Exactement. Alors pour Petit ceux, rappel pratique. Vas-y. exactement. Si c'est la première fois que vous venez sur WebIKEO, que vous avez des soucis de son ou d'image, n'hésitez pas, sur la droite, il y a un menu d'aide. Et si on va trop vite, si on dit des choses qui sont incorrectes ou que vous souhaitez nous faire répéter, bah, n'hésitez pas à poser des questions. On fera des petits temps de pause pour les traiter au fil de l'eau. Une fois qu'on a dit ça, Albéric, je te laisse présenter l'agenda. Alors effectivement, on va avoir un agenda en 3 temps. Le premier, nous allons revenir très rapidement sur la réforme et faire surtout un point à date, savoir où on en est par rapport à ce qui s'est dit ces derniers temps et finalement quels sont les prochains jalons. Euh, Bien évidemment, le cœur de cible d'aujourd'hui, c'est le détail des cas d'usage énoncés dans l'introduction. Et nous finirons ensemble par nos offres disponibles et vous donner une overview de ce qu'on est déjà capable de vous proposer. Exactement. Et restez attentifs, on va vous solliciter avec 2 petits sondages. Et d'ailleurs, le premier, et je crois Il est que après, il est après. Vas-y, il y vas-y, a. il est après le sondage. Ouais, ouais. Alors, pour bien commencer ce webinaire, vous nous connaissez effectivement avec une plateforme riche en fonctionnalités et en usages, notamment au niveau de la finance. Et donc depuis quelques jours, notre dossier de candidature PDP a été accepté par la DGFiP. Nous avons le numéro 89. Et donc, bah, on est très fiers effectivement de ce premier pas, de cette début de mise en conformité pour le marché de la facture électronique en France. Alors, c'est vrai que on a pris notre temps parce que DocuWare est un éditeur européen, voire mondial. Cette plateforme de facture électronique que nous sommes en train de construire avec différentes conformités pour la France, bien sûr, mais aussi pour l'Espagne, pour l'Italie, la Belgique et pour d'autres pays qui arrivent, eh bien, ça nous a pris du temps. C'est une évolution au niveau de la plateforme fonctionnelle importante en termes de sécurité et de fonctionnalité. Donc voilà, un premier pas important. Et ce qui va suivre, eh bien, c'est toute cette certification. Et là, on va se faire accompagner par InfoCert, la filiale technique, le bras armé de l'AFNOR à ce niveau-là. Et pour nous, bah, dans les prochaines versions de DocuWare, ça va se concrétiser par des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles interfaces. Si vous êtes client, vous pourrez les découvrir au fil de l'eau. Et si bah, vous êtes prospect, vous les découvrirez au moment venu. Donc voilà, on voulait commencer avec une très bonne nouvelle. Et c'est chose faite. On a la première étape de pré-immatriculation PDP. Excellente nouvelle. Bravo. Exactement, ce n'est que le début, mais c'est un bon début. Ensuite, bah, c'est vrai qu'on était très content d'avoir ce numéro de PDP. Et puis, bah, au niveau de l'hémicycle, c'est pas un poisson d'avril, mais presque. Certains députés ont déposé un amendement pour décaler la loi pour certains profils d'entreprise. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est vrai que vu que tout le monde était lancé dans ces projets, ça a mis effectivement pendant quelques jours un temps d'arrêt, des questions. Encore le côté français qui arrive, on arrête tout à quelques mètres de la fin, entre guillemets. Et non, un nouvel amendement a été déposé le 11 avril qui entérine bien le calendrier de la réforme. Donc il pourra y avoir des aménagements peut-être de quelques mois, le temps que tout le monde se mette en place et soit bien aligné. Mais légalement, le calendrier est bien validé. Et donc, le calendrier, on va vous le remontrer pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu ou compris, mais il est ainsi.
à partir du 1er septembre 2026, d'accord, qu'on soit une grande entreprise, une ETI ou une PME, on va être en réception via les nouveaux formats de factures électroniques possibles. Et en émission, c'est là où on va avoir effectivement un petit décalage le temps que tout le monde se mette en place. Donc les émissions, même combat, c'est toujours au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI. Et pour les PME et les TPE, un décalage au 1er septembre 2027. Pour ajouter un élément complémentaire, et la question nous est souvent posée, est-ce que je devrais être en conformité à la date du 1er septembre? Bien évidemment, dans la réforme, l'État a prévu un laps de temps d'un minimum de 3 mois, le temps que tout le monde se mette en ordre de bataille pour se mettre en lien à la réforme. Donc, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas dès le 1er septembre 2026 ou dès le 1er septembre 2027. L'État vous laisse généreusement un trimestre pour vous mettre en conformité. Exactement. Merci Albéric, très bonne remarque. Alors, les objectifs de la réforme, hein, c'est effectivement majoritairement toutes les entreprises qui sont soumises à TVA, qui vont devoir avoir recours à des services de plateformes dématérialisées partenaires, les fameuses PDP. On a deux formats qui sont importants. Bien sûr, la transmission de cette facture se fera non plus en PDF, mais sur des formats qu'on appelle formats pivot, des formats obligatoires quand on travaille d'une entreprise vers une autre, du B2B comme on dit. Donc, ma facture en électronique elle devra être soit sur des formats UBL, C2I ou FactureX. Pour faire simple, ça mélange d'un côté le PDF avec un fichier structuré embarqué, comme le FactureX, ou alors des fichiers XML ou CSV pour imager un peu ces formats-là qui contiennent de la data et ou des ressources de documents. Donc là, on a un premier sujet. Ça veut dire qu'effectivement, cette capacité sur votre flux de facturation client à émettre ces nouveaux formats obligatoires. Et de deux, eh bien, on voit que l'AFNOR, qui a pris le relais de la DGFiP pour mettre en place des cahiers des charges, des méthodes pour qu'en fonction de mon secteur d'activité, que ce soit le transport, le retail, l'agroalimentaire, eh bien, on puisse avoir des formats, ce qu'on appelle des formatrons, donc qu'on puisse avoir une cohérence dans un secteur d'activité dans le transport, ou quand je vais générer mon flux facturique, qui peut être vu comme un fichier Excel, tout le monde respecte la même norme, parce que la facture électronique, c'est aligné avec une norme 16982, si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu internationale. Mais après, il va y avoir des champs supplémentaires qui vont nous permettre d'ajouter des adresses, des numéros de commande. On va le voir tout à l'heure avec Albéric. Et c'est ça qui est en train d'un peu d'être normé pour que une facture envoyée ou reçue, on puisse bien l'appréhender, bien l'analyser pour l'envoyer dans les solutions de traitement comme DocuWare. Donc, un challenge sur euh, la composition, l'enrichissement de ma facture, qui doit être lié par rapport à mes types de produits et de services, et bien sûr lié à la TVA. Hein, c'est un grand chantier de la RFE, c'est la gestion de la TVA. Et derrière, eh bien, quand je vais faire du commerce à l'international, quand je vends des produits ou des services à des particuliers, je suis soumis à un e-reporting qui est entre guillemets un, une addition de toutes mes données de invoicing, mais qui doivent être transmises à la DGFiP pour justement le contrôle de ces flux et notamment pour contrôler les collectes ou paiements de TVA. Donc ça sera un flux qui ira de la PDP directement à la DGFiP, mais qui oblige en termes de reporting de paiement à mettre en place une organisation pour remonter de l'interne vers l'extérieur et vice-versa ces statuts. Donc des nouveaux mots, des nouveaux formats, des nouvelles obligations. Certains sont peut-être déjà prêts sur certains sujets, d'autres pas du tout ou à moitié. L'idée, c'est qu'effectivement, à travers ce webinaire, on vous donne de l'information, on vous donne nos points de vue et on fait le lien avec la plateforme DocuWare. Justement, pour compléter les propos, un premier sondage pour savoir où vous en êtes sur cette réforme. Donc, on va ouvrir les votes.
On va vous laisser quelques petites trentaines de secondes. Je pense que ça devrait suffire. La question est assez simple et les réponses aussi. Donc, Effectivement, je l'ai pas précisé, mais c'est une bonne remarque de Gaël. Il y a aussi le B2J, quand on renvoie des factures à l'administration, notamment via Chorus, c'est une continuité et cela reste une obligation, effectivement. allez-y, n'hésitez pas à voter. Allez, on va fermer les votes. Le compteur ne bouge plus beaucoup. Les derniers indécis. Allez, stop. On ferme les votes. Donc, on pourra vous partager les résultats. Donc, un premier sondage comme ça en live. Donc, vous êtes seulement 3% à être prêts. 38% à répondre non. Et quand même 58% à dire c'est en cours. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une bonne majorité d'entre vous qui avaient déjà lancé des chantiers. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, on le reverra et on va le voir juste par la suite par rapport au cas d'usage. Il est très important de s'y intéresser dès maintenant, même si ça paraît loin. Voilà, 18 mois, ça passe très vite. Et donc, il faut, pour les plus grands, en tout cas pour les missions, vous y intéressez dès maintenant. Et pour tout le monde, pour la réception, comme vous l'aurez compris dans le calendrier, c'est également dès maintenant que ça se passe. Exactement. Alors, cet invoicing, hein, ces nouveaux formats, c'est aussi des opportunités en termes de collaboration entre les fournisseurs et les acheteurs. On le voit ici entre les deux différents statuts qu'on va devoir remonter par rapport à l'acceptation de cette facture, le refus ou alors l'encaissement effectivement côté fournisseur du paiement par mon acheteur. C'est des obligations. Il va y avoir des délais à respecter pour remonter ces statuts à travers bien sûr la PDP dans ce futur réseau de PDP qui va arriver. C'est aussi des opportunités pour améliorer la remontée de l'information, que votre comptabilité fournisseur ou votre comptabilité client, eh bien, elles vont être reliées. Pour ceux qui font de l'EDI, vous connaissez déjà les bénéfices. Et à travers ce schéma, eh bien, c'est ces bénéfices qui vont être ouverts à l'ensemble des entreprises. Donc, effectivement, il faut mettre en place des processus, mais j'ai envie de dire ces processus dans la loi actuelle avec la piste d'audit fiable et les contrôles qui devaient être opérés sur les factures, pour beaucoup, c'était en place, pour d'autres, pas encore. Donc là, c'est une manière, effectivement, avec cette loi, d'investir dans des outils comme DocuWare, de formaliser mes processus et de les mettre en place de manière numérique. Et derrière, quand on doit faire le suivi, effectivement, quand je suis côté fournisseur, et bien sur les factures qui ont été validées en attente de paiement, ça va me permettre d'anticiper les arrivées de trésorerie pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et si une facture a été rejetée, aujourd'hui comme demain, eh bien, c'est comment ce litige ou ce refus, je le traite, je réintègre les opérationnels sur ce statut qu'on doit traiter, que ce soit pour valider un avoir ou alors trouver en négociant une solution positive avec l'acheteur. Donc c'est vrai que ce schéma, tout le monde l'a déjà vu. Il peut paraître contraignant, mais c'est la loi. Derrière les bénéfices, c'est que au niveau de mon équipe commerciale, d'ADV, comptabilité et la direction, on aura de facto une meilleure visibilité sur les paiements à venir ou les paiements à réaliser. Et si on se place côté effectivement fournisseur dans ma relation client, ça va être un avantage et ça va me permettre clairement de traiter plus rapidement des litiges sur facture. Et on sait que le bénéfice derrière, c'est avoir un impact très positif sur la trésorerie si ça me permet d'améliorer de 5, 10, 15 jours mes délais de paiement. Et une promesse qui date depuis longtemps par le gouvernement, c'est de protéger en priorité les PME, mais pas que, de délais de paiement qui sont trop longs. Et donc, il y a des lois normalement, qui, je crois, l'année dernière, c'est 300 millions d'euros qui ont été affligés à des grands groupes
pour des paiements trop longs. Eh bien, avec ces nouveaux outils de monitoring, ça permettra un peu peut-être de rééquilibrer les choses. En tout cas, PME, ETI ou grand compte, en étant mieux connecté avec vos clients, c'est la trésorerie, bien sûr, en bénéfice final, qui, je le pense, avec les bons outils, aura une amélioration en termes de délai de paiement et de trésor. Effectivement, la carte est donnée à la transparence dans les échanges. C'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise. Rentrons dans le détail de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous là ici en partie pour ça. On a fait une étude en fait en interne sur les 36 cas d'usage exposés à date par la réforme. Alors il faut savoir, sans rentrer dans le détail, mais que les spécifications données par les ateliers de travail ont donné lieu à une version V4 fin d'année dernière, 2.4 pardon, fin d'année dernière, qui a détaillé les 36 cas d'usage depuis l'arrêt de la plateforme étatique PPR, prise en charge de l'ensemble des flux pour se reconcentrer uniquement la gestion de l'annuaire et du maintien de la norme, a fait arriver une version 3, beaucoup plus light, dans laquelle n'étaient pas respécifiés les cas d'usage, et on sait que des ateliers de travail sont en cours pour arriver à une version nouvelle, 3.4, 3.4 ou version 4, on ne sait pas, mais permettant normalement de simplifier quelques cas d'usage. Donc, on va le voir quand même. Il y a des sujets qui resteront bien évidemment impactés. Et donc, on les a catégorisés pour aller du cas d'usage le plus simple, très que tout le monde va avoir et qui est en plus très linéaire à traiter, à des cas d'usage qui peuvent être très complexes, donc catégorie 3, où là, on vous recommande très fortement dès maintenant dans une analyse à la fois technique mais également fonctionnelle par rapport à vos process. Ce sont des cas d'usage qui, on va le voir dans la diapo suivante, peuvent à un moment donné faire l'intervention de règles de gestion particulières. Donc, on a typé ici par impact sur le e-reporting, le e-invoicing et le cycle de vie, mais également sur les deux colonnes très importantes qui sont des règles de gestion très particulières ou des interventions de tiers extérieurs. Donc, évidemment, dès lors que dans mon flux de facturation, je ne suis plus simplement client vers fournisseur ou fournisseur vers client et que je dois mettre un tiers dans la boucle pour valider un document de type facture, évidemment, cela va complexifier la mise en place des échanges. Et donc, c'est pour ça qu'on a catégorisé différents cas les 36 cas d'usage, qui ont été également regroupés par code couleur pour essayer d'avoir une meilleure lecture sur les cas d'usage qui sont similaires, faisant partie de la même famille. Ayant des sous-parties avec chacun quelques particularités. Donc, bien évidemment, vous aurez la présentation. Donc, on ne va pas dérouler les 36 cas d'usage aujourd'hui. On va s'intéresser à 4, en tout cas 3,5, puisqu'il y en a un qui est sous-jacent du premier. Mais l'idée est bien que vous puissiez revenir vers nous si vous sentez le besoin dans votre entreprise de vous faire accompagner sur cette partie réflexion sur comment les différents cas d'usage, quels qu'ils soient, en allant même vers des cas d'usage qui sont très simples, mais qui sont des fois très exotiques, comme la gestion des tickets de péage, des notes de restaurant, comme on voit ici, ou éventuellement des flux d'autofacturation entre un particulier et un professionnel. Voilà. On sait qu'on a des entreprises de tout type. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on a des solutions pour accompagner dans cette partie analyse. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, rentrons un peu dans le vif du sujet. Un cas d'usage que, je pense, la plupart des entreprises à ce webinaire ont, c'est la gestion du multi-commande, multi-livraison. Florent, la norme, donc la fameuse internationale ne permet pas de transmettre les factures avec la prise en charge du multi-commande, multi-livraison. Je m'explique.
dès le début de la réforme, seules les données d'en-tête des factures, entre guillemets, adressables dans les champs prévus à cela dans les formats. Donc, si vous avez un facture X, par exemple, vous aurez effectivement l'image de la facture et vous aurez en accompagnement le numéro, la date d'échéance, un certain nombre de champs disponibles, dont un sera d'enregistrer un numéro de commande. Donc, quand on est dans un flux 1 pour 1, tout va bien. Mais dès lors qu'on est dans un flux avec une facture ou du multilivraison pour une facture, et bien là, ça se complexifie. Alors rassurez-vous, hein, bien évidemment, l'État et les groupes de réflexion ont bien évidemment pensé à ce cas d'usage. Il va être adressable, mais en mettant les informations au niveau des lignes articles. Et donc, du coup, ça va, in fine, être pris en charge obligatoire au début de la réforme. Albéric, Ce qui veut dire que vous Albéric, allez pouvoir, pardon, il y a, au début de la réforme, oui, il y a un peu de j'entends. latence des fois. Moi, je sais pas si ça vient de la plateforme ou Je de vais nos couper ma caméra connexions. peut-être pour. Ce que je te propose, on va couper nos caméras en espérant que ça aille mieux au niveau Voilà, du pour son. essayer d'avoir le flux un peu plus dynamique. N'hésitez pas dans le chat, je vais essayer de ralentir un peu mes explications, mais n'hésitez pas à réintervenir et Florent à me dire si effectivement c'est mieux comme ça en ayant coupé les caméras. Donc, je le disais, hein, l'idée est vraiment ici d'adresser et de pouvoir adresser bien évidemment cette partie multicommande ou multilivraison pour une facture, mais comme vous l'aurez compris, pour faire ça et l'avoir de manière automatique, il va falloir le mettre au niveau des lignes articles, et donc ça sera le cas dans l'extension de la réforme. Cette extension, on n'a pas forcément de date butoir aujourd'hui proposée par l'État. On sait qu'il parle aujourd'hui dans les spécifications de début 2028, mais je pense que tout ça sera normé au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Et donc aujourd'hui, si vous voulez traiter ce cas d'usage, eh bien, un fournisseur ou en tout cas quelqu'un qui va vous émettre une facture devra le faire en utilisant ces lignes articles avec les champs prévus à cela. Et donc j'ai remis les termes techniques en vert dans la présentation, ou tout simplement mettre des lignes dans la facture, mais ne pas les avoir dans le fichier compagnon et donc ne pas pouvoir les exploiter simplement. On a voulu vous préciser un petit peu comment vous allez pouvoir faire. Donc, bien évidemment, ici, on va retrouver le cas simple, hein. On a la commande, on a quelques temps plus tard la livraison de la marchandise qui s'opère, et on reçoit la facture. Donc, la facture devra comporter des informations à la ligne pour pouvoir traiter le cas du X pour 1 que l'on évoque depuis tout à l'heure. Commençons par le plus simple. Une commande entraîne une facture. Jusque-là, aucun problème. C'est prévu dans le champ en tête, donc dans le schéma initial de la réforme. Et donc, le fournisseur va pouvoir spécifier au moment où il génère sa facture, très simplement, le numéro de commande auquel cette facture se rapporte. Et donc, vous allez pouvoir, avec les services PDP et en intégrant la facture dans vos outils de gestion, très simplement traiter la facture en ayant un rapprochement possible avec la commande. Par contre, dès lors qu'on, comme je le dis depuis tout à l'heure, on a un flux qui est un peu plus exotique, hein, 2 commandes entraînent une facture, et bien là, comme vous l'aurez compris, il va falloir utiliser les lignes articles. Sinon, on ne pourra pas incruster 2 numéros de commande dans le schéma initial et donc dans le champ numéro de commande prévu à cet effet. Du coup, encore une fois, cette partie multi-document en amont d'une facture, eh bien, je vais pouvoir me retrouver au démarrage à partir de septembre 2026 avec des factures qui ne comporteront pas les numéros de commande auxquels elles se rattachent. Deuxième cas d'usage, cette fois-ci, on complexifie encore un peu la chaîne. On dit une commande entraîne 2 livraisons, entraîne une facture. Sur le principe, une commande, une facture, tout va bien. Sauf que là, on a entre les deux, le fournisseur me fournit les numéros de livraison, donc les fameux numéros de BL, auxquels ça m'est très utile pour moi en interne pour traiter la facture.
Parce qu'à un moment donné, avant de payer un fournisseur, je m'assure toujours que j'ai bien reçu la marchandise avec la bonne quantité et j'ai bien reçu, en tout cas, la marchandise avec le bon prix auquel je l'avais commandée. Et éventuellement, je peux regarder si j'ai un reliquat de commande en termes de. Donc là, il y a un rapprochement qui peut se faire entre la facture, la livraison, mais uniquement sur la base des lignes articles. Et donc, évidemment, ce que l'on va vous conseiller dans ce scénario-là, comme vous l'aurez compris, c'est d'utilisation d'un moteur. Alors, on appelle OCR reconnaissance optique de caractère, hein, donc un outil qui va permettre de reconnaître le contenu des documents pour pouvoir vous aider à faire le lien entre ces fameuses lignes de commande, ces lignes de livraison et ces lignes de facture. À terme, à horizon 2028, 2029, 2030, on verra la date qui sera éventuellement butoir. Évidemment, cette partie OCR n'aura que moins d'intérêt sur cette partie-là, mais dans un premier temps, dès maintenant jusqu'à la date butoir, sachez que si vous voulez traiter et automatiser cette chaîne de rapprochement, eh bien, l'OCR est indispensable et donc va vous faciliter la vie. Donc, prenez bien dans votre analyse la possibilité d'avoir une PDP ayant des fonctionnalités comme celle-ci. Puisque bien évidemment, dans la palette de services offertes, dans les 89-90 PDP aujourd'hui référencés par l'État, eh bien, chacun va proposer des services avec une granularité différente. Et donc, c'est à vous, malheureusement, client, soit de vous faire accompagner, soit de prendre et d'être vigilant sur la bonne exécution du niveau de service attendu par rapport à finalement les cas d'usage que vous allez traiter dans votre entreprise. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure avec l'OCR, tu fais bien d'en parler, il y avait une question, on n'a pas parlé des factures internationales qui arrivent et qui continueront peut-être d'arriver en papier ou en PDF. Là, l'OCR traditionnel sera toujours et encore utile. De l'autre sens, effectivement, sur mes factures clients à l'international, des moyens digitalisés en PDF et sécurisés seront toujours utiles. Et c'est le e-reporting qui assurera la conformité. Et comme le précise aussi Gaël, on est en termes de bonnes pratiques pour faciliter les réconciliations. Sur une commande égale 1 BL égale une facture, nos technologies s'améliorent, même si on a plusieurs BL, on sait faire les choses. Mais si on n'a pas de base de réception et qu'on fait de la réconciliation sur les documents, oui, avec un dénominateur le plus petit possible, une commande 1 BL égale une facture, là, on est sûr qu'effectivement, l'OCR et le système de réconciliation va bien fonctionner. On sait que c'est pas tous les jours simple. Donc, même s'il y a plusieurs BL, avec les bonnes références, DocuWare est capable d'apporter cette réconciliation-là aussi. Je t'en prie. Un autre cas d'usage, un petit peu plus complexe, celui de la sous-traitance. Bien évidemment, on peut avoir différents niveaux de sous-traitance, hein. On a fait un focus sur la sous-traitance dans la partie B2B. Il y a également des cas d'usage spécifiés dans la partie sous-traitance en B2G, hein, donc quand on facture l'État. Mais voilà, on a essayé d'être aussi le plus simple et le plus pragmatique possible ce matin dans nos explications. Donc peut-être pas mal d'entre vous ont ce cas d'être sous-traitant ou d'être titulaire d'un marché pour lequel vous faites appel à des sous-traitants. Eh bien, dans ce cas, il peut y avoir plusieurs façons de traiter la facture. Un premier cas qui est une sous-traitance avec une délégation de paiement. Donc en fait, comme vous le voyez, le sous-traitant va émettre une facture. Alors le type technique, c'est la facture F1 à destination de l'entreprise titulaire du marché. Et donc, évidemment, après, le titulaire du marché pourra facturer l'acheteur. En cas de paiement direct, la facture F2 est une facture classique. Donc, du coup, c'est le cas de je suis le titulaire du marché et je facture directement l'acheteur de la construction de mon bâtiment, par exemple. Et donc, cette facture devra prendre en charge l'ensemble des prestations. À la fois ma facture à moi, peut-être de conseil ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, plus la facture de mon sous-traitant. Enfin, en tout cas, plus le contenu de la facture de mon sous-traitant. Et après, ce qui sera facturé entre moi et mon sous-traitant, c'est vraiment un flux à part. Et dernière possibilité, c'est
le cas où l'acheteur peut payer directement le sous-traitant par une délégation de paiement. Et donc là, on va le voir dans les schémas, on a la possibilité cette fois-ci d'être finalement plusieurs sur le flux de la facture à pouvoir intervenir avant de l'envoyer à l'acheteur. Et donc, c'est là où finalement, on commence à complexifier un petit peu les cas d'usage. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, peut-être que tout simplement, vous envoyez votre facture à votre titulaire du marché, vous vous arrangez entre vous et après, vous envoyez chacun votre facture à l'acheteur qui vous a commandé pour la construction du bâtiment. Et bien là, on va devoir passer dans des choses un peu plus réglementées pour pouvoir traiter et adresser ces différents cas. On a pris un cas d'usage tout simple, société DocuWare SARL sous-traitante de Toto SA pour le compte de Total Energy. Eh bien, comme vous l'aurez compris, il y a une première facture qui va être émise du sous-traitant vers le titulaire de la prestation, donc de DocuWare SARL vers Toto SA. Puis, une deuxième facture qui pourra être émise de Toto SA vers Total Energy, incluant les prestations réalisées de la part de DocuWare. Donc ça, c'est le cas d'usage, un des cas d'usage permettant d'expliquer comment on va pouvoir traiter ça. Prenons ce même cas d'usage, mais avec une délégation de paiement. Du coup, cette fois-ci, la facture que DocuWare SARL va émettre à destination de Toto SA, eh bien, cette facture, elle pourra être complétée par Toto SA en y indiquant ses prestations pour être envoyée vers Total Energy. Et donc, c'est là où on implique un tiers au moment où je vais créer la facture à destination de mon client. Et donc, l'acheteur Total Energy va bien avoir une facture qui aura été générée par DocuWare SARL, complétée par Toto SA pour pouvoir la payer. Alors rassurez-vous, hein, on a essayé d'être le plus explicite possible. Il y a également des schémas qui sont très intéressants, qui seront revus, hein, encore une fois, dans les spécifications qui arriveront là avant l'été vraisemblablement, pour essayer de simplifier tout ça. Mais le cas le plus simple est à gauche. Hein, donc on a Toto SA, titulaire du marché, qui crée sa facture à destination de son client Total Energy, qui lui a commandé le bâtiment. Et derrière, le client Total Energy, après avoir visé et validé la facture, va pouvoir payer, ou en tout cas renvoyer les éléments à Toto SA et accuser le paiement et l'encaissement des éléments. Après, ce qui se passe entre Toto SA dans ce principe-là et son sous-traitant, c'est un flux à part. Par contre, dès qu'on est, comme vous l'aurez compris, sur une délégation possible de paiement, on est sur la partie de droite. Et donc là, eh bien, on a bien une création d'une facture par le sous-traitant, DocuWare SARL, qui l'envoie à Toto SA, qui va la valider ou la refuser, pour un motif quel qu'il soit. Mais s'il la valide, vous voyez, il va pouvoir la compléter, mettre à jour des statuts et transmettre la facture à l'acheteur Total Energy. Donc là, on est bien sûr, ici, j'ai complété la facture et je la transmets à Total Energy. Et c'est Total Energy qui, par son action, pourra faire un paiement direct au sous-traitant, voire même un paiement également à Toto SA de la prestation. Donc, on est sur un schéma un peu plus complexe pour tout ça. Monsieur Florent, je t'en prie. Non, non, c'est effectivement avec le schéma limpide, entre guillemets, entre F1 et F2. Je ne sais pas si tu en avais fini sur cette slide avec quelques... Vas-y, oui, je t'en prie. Juste en fait, là, ici, vous l'aurez compris, dans ce scénario-là, on va vous conseiller non plus d'avoir un OCR, mais d'avoir une PDP embarquant un moteur de workflow et une interface homme-machine, donc une interface graphique, qui permet d'intervenir en fait au moment où je vais envoyer, créer, valider la facture. Sinon, si on est sur, comme certaines PDP pourront le proposer, entre guillemets, des black box, hein, donc je transporte simplement la facture A, enfin la facture d'un point A à un point B, là, il va vous être très compliqué de traiter ce cas d'usage parce que vous n'aurez pas la possibilité de faire intervenir un tiers qui pourrait être éventuellement le titulaire du marché auquel vous répondez en tant que sous-traitant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus ou si on les traitera à la fin, comme tu veux. Alors,
Ça va te faire une petite pause parce que tu as très bien expliqué ce cas d'usage-là. Donc, en question, on a peut-on imposer un format de numéro de commande qui, s'il n'est pas respecté, la facture est automatiquement rejetée. Et ben, c'est effectivement un très bon exemple pour illustrer un cas d'usage sur ce que vient de préciser Albéric avec le workflow, que ce soit dans la loi aujourd'hui ou dans la loi demain. Avec DocuWare, on peut avoir ces critères de contrôle et de traitement automatique. Donc la réponse est oui. Dans les 5 formats XML existants, les formats étendus de la norme 16931 ne contiennent pas ces champs. Alors oui, c'est vrai, il en contient énormément, mais là, effectivement, des enjeux de l'AFNOR avec les groupes et les sous-groupes de travail, PDP, et des acteurs, j'ai envie de dire, autour de la facturation électronique, c'est d'aller un peu plus loin, de documenter ces formats de facture électronique, entre guillemets, par métier, comme je le disais tout à l'heure, pour le transport, le retail, l'agroalimentaire, etc., pour donner des guides, vraiment avoir une documentation sur des fichiers troncs, hein, des fichiers exemples à pouvoir suivre pour enrichir correctement mon flux de invoicing. Et ça, Albéric le disait tout à l'heure, là, sur fin avril ou dans quelques jours, il va y avoir encore des publications qui vont nous aider à répondre à ces enjeux. On parlait d'OCR, c'est vrai que on est très centralisé sur la facture électronique, mais une question, qu'est-ce que l'OCR? Eh bien, c'est tout simplement la reconnaissance des caractères, beaucoup utilisée quand on numérise une facture papier qui devient un PDF. Et grâce à l'OCR, les caractères sont reconnus et on peut faire passer en fait des services de lecture automatique des documents qui vont faire gagner du temps sur le vidéocodage de la facture pour récupérer la date, le montant, l'émetteur, toutes les informations clés jusqu'à la ligne de facture. La facturation interne est-elle un cas d'usage? Je parle de la facturation intra-groupe ou intra-société. Eh bien, ça va dépendre, parce que si chaque entité possède son propre numéro de sirène et qu'il y ait une émission de facture soumise à TVA, là, la facturation intragroupe est concernée. Par contre, s'il s'agit d'une refacturation interne sans TVA, vraiment deux établissements d'une même entreprise, alors la réforme ne s'applique pas. Ensuite, par rapport à votre situation, une nouvelle fois, il y a des conseillers fiscaux qui peuvent valider par rapport à votre un peu schéma organisationnel ce que je viens de dire. Et dans les grandes lignes, voici ma réponse. Lire un BL en OCR, c'est bien, c'est vrai, mais s'il comporte des erreurs ou des postes non livrés, comment se passe-t-il? Eh bien, c'est une très bonne question parce que DocuWare, on est capable de relever les erreurs, soit sur une quantité, une référence qui est incorrecte ou le total de la ligne. Mais nous, on va pouvoir effectivement, à l'instant T des BL ou de la facture, identifier ces erreurs. Et c'est vrai que les clients que nous accompagnons dans ces enjeux-là, quand il y a du volume et des enjeux de livraison saccadés, entre guillemets, par rapport à la supply chain, eh bien, dans le RP, entre la gestion commerciale et la base de réception, c'est à ça que sert une base de réception dans un outil comptable ou dans un ERP. Et là, DocuWare va aller alors, soit alimenter le BL vers la base de réception, premier cas, et c'est dans la base de réception, entre guillemets, que les contrôles et les totaux sont faits. Et quand on reçoit la facture, c'est depuis la base de réception qu'on va pouvoir établir des contrôles, des non-conformités. Et après, on voit comment on traite ce sujet. Voilà, Parfait. je pense que tu as une bonne pause, Albéric, tu peux Ouais, continuer. merci. Autre cas d'usage, donc le cas de la co-traitance cette fois-ci. Donc évidemment, ce cas est même un peu plus simple dans l'absolu, même si vous allez le voir, le schéma derrière peut paraître très compliqué. Ici, dans le cas d'une co-traitance, on va finalement avoir une première facture du co-traitant vers le mandataire et le mandataire vers l'acheteur. Donc il y a bien deux factures en tant que telles qui sont émises et qui devront être payées par l'acheteur. Vous le voyez, l'acheteur ne reçoit des factures que par le mandataire.
c'est lui qui porte, entre guillemets, l'ensemble de la responsabilité, si je puis dire. Et donc, bien évidemment, après, l'acheteur pourra payer chacune des factures, mais ce n'est pas le co-traitant qui envoie directement sa facture à l'acheteur. Ça doit passer par le mandataire. Le schéma, alors vous le voyez, il est un peu plus complexe à lire, mais néanmoins pas forcément très compliqué à comprendre. On a bien une première facture qui est réalisée par le co-traitant à destination du responsable, donc le mandataire. Le mandataire, lui, va pouvoir faire une première analyse de la facture en disant je suis d'accord ou pas. Et si je suis d'accord, je vais réaliser ma propre facture. Dans ce cas-là, l'ensemble est envoyé à l'acheteur qui devra viser les éléments et qui devra procéder soit au refus, mais surtout au paiement, et donc au paiement des deux ensembles, à la fois le paiement pour la prestation réalisée par le mandataire et à la fois le paiement pour la prestation réalisée par le co-traitant. Finalement, on se retrouve dans un schéma assez similaire à celui de tout à l'heure dans la partie sous-traitance avec délégation de paiement. Néanmoins, on est bien sur le cas de la co-traitance et non plus d'une sous-traitance. Donc, dans certains marchés, il peut être important de bien comprendre ces effets et notamment le fait d'avoir des cadres spécifiques à remplir pour la facture de type F2 qui seront à prendre en compte lors de la création de la facture. Et là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi l'État a finalement fait un décalage de calendrier entre les grandes entreprises qui devront créer à partir de septembre 2027 et les petites et moyennes entreprises qui devront créer à partir de septembre 2026 en premier et septembre 2027 en deuxième. Parce que vous le voyez qu'au moment de la création de la facture, on n'est pas simplement sur une facture avec les éléments minimums comme certains peuvent faire aujourd'hui, ou même encore des factures en Excel comme certains peuvent faire aujourd'hui. Il va falloir se conformer à la mise en place de mentions importantes en fonction des cas d'usage que je vais traiter. Et donc là, il y a un gros travail en amont d'analyse des informations que j'ai dans mon système d'information aujourd'hui, les informations que je devrais produire demain en fonction de tel ou tel cas d'usage. Donc, il va être important, encore une fois, quand vous êtes dans des cas d'usage comme les deux là précédemment exposés, de pouvoir être en capacité de produire ces informations pour les embarquer dans la facture ou alors que votre PDB soit en mesure d'aller compléter la facture avec ces mentions-là. Il va falloir que la PDP, dans ce cas-là, puisse aller chercher la bonne information dans votre système d'information à vous. La PDP ne va pas inventer l'information. La PDP ne va pas être magique, comme certains peuvent le penser. Le service PDP est là pour assurer une complétude, une mise en conformité du document avant transmission vers la PDP cible de l'acheteur. Mais bien évidemment, les informations, c'est vous, en tant qu'entreprise, qui devez les détenir et qui devez les produire. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce cas d'usage. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il était assez similaire au précédent, donc je ne l'ai pas plus détaillé que ça. Je vais plutôt essayer de m'appuyer sur le schéma pour pouvoir l'expliquer. Oui, c'est très bien. Alors, il y a une question de Pascal sur les données relatives aux paiements qui devront être renseignées dans le e-reporting, paiement France, paiement export. Donc, la question, c'est quel e-reporting de paiement on doit faire. Donc, c'est vrai que ce e-reporting de paiement, il s'adresse principalement aux ventes à des clients particuliers en France, le B2C, les ventes à l'export, il y a des opérations intracommunautaires, et après d'autres transactions qui sont non soumises à la facturation électronique. Mais pour les deux précédemment cités, eh bien, il faudra effectivement, dans mon flux de e-reporting d'encaissement, la date de paiement, le montant payé, Les taux de TVA, évidemment. les taux de TVA, le type Il y a, d'opération, les voilà, références de facture. Tout ça est important, effectivement, en exemple, dans mon flux de e-reporting de paiement.
On pourra, le cas échéant, hein, si vous revenez vers nous, vous expliquer plus en détail, mais cette partie e-reporting est toujours débattue en atelier de travail pour essayer de simplifier et spécifier au mieux quelles sont les informations obligatoires, facultatives qui pourront s'y trouver. Aujourd'hui, il y a une première version qui est disponible dans les spécifications, qui est un fichier Excel avec un tronc commun et des sous-branches, qui est assez on va dire, complexe à appréhender, mais qui permet d'avoir un premier élément d'information que vous devrez produire demain pour ce e-reporting. Alors, si tu es prêt, Albéric, il y a une très bonne question de Véronique. Que se passe-t-il si l'acheteur n'approuve pas la facture et n'indique pas de paiement transmis et qu'il envoie quand même le chèque de règlement au fournisseur? C'est une très bonne question. Très, très, très bonne question. C'est un scénario auquel je n'avais pas forcément réfléchi en amont. À un moment donné, on est plus sur du fiscal sur ce sujet-là, parce que du coup, j'ai bien envoyé un paiement, mais je n'ai pas validé la facture. Donc, il va falloir quand même pouvoir la valider à un moment donné. On est Ouais, dans le cycle de vie, hein, de la facture. Donc, soit c'est une erreur tout simplement côté acheteur et j'ai omis hein, la validation de la facture, mais je vais le faire quelques temps plus tard et finalement ça va rentrer dans l'ordre, moyennant éviter de dépasser la date d'échéance. Soit c'est une erreur, c'est-à-dire que j'ai envoyé le paiement et je voulais refuser la et donc là, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que je m'arrange hors des clous, c'est-à-dire appeler mon fournisseur pour lui indiquer la problématique et après rentrer dans un cycle classique de mise en refus de la facture, gestion d'un avoir et donc émission d'une nouvelle facture avec les bonnes informations du fournisseur vers moi, acheteur. Mais bien évidemment, tout ne sera pas automatique et l'État insiste bien d'ailleurs hein, dans les spécifications sur le fait que certains cas d'usage donneront lieu à des échanges en dehors hein, du cadre, parce qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on aura plus de transparence dans l'état de la facture et dans où elle en est en termes de traitement que ça va couper les relations client-fournisseur qui existent aujourd'hui. Rien ne vous empêchera d'appeler votre fournisseur pour essayer de déverrouiller ce cas d'usage un peu particulier où il peut y avoir des erreurs humaines qui soient faites et donc essayer de re-rentrer dans le moule classique. Mais en tout état de cause, il sera impossible demain d'annuler une facture pour en réémettre une nouvelle avec le même numéro. Ça, c'est clair. Comme certains peuvent faire aujourd'hui, on le sait, dans la relation client-fournisseur. Demain, une fois que la facture a été émise, envoyée dans le système, s'il y a eu une erreur, elle pourra être mise en refus, elle pourra donner lieu à un avoir et donc derrière l'émission d'une nouvelle facture avec un nouveau numéro et avec les bonnes données. J'espère avoir répondu de manière claire pour Véronique. C'est parfait. Fatih qui donnait un exemple par rapport au premier cas qu'on avait effectivement expliqué. Concernant la prestation de publicité, nous recevons actuellement 2 factures. Une facture du publicitaire direct que nous ne payons pas et nous recevons la facture du gestionnaire qui traite avec nos publicitaires que nous payons. Comment se passera-t-il demain? Eh ben, il Bah, faudra regarder le contrat que vous avez. voilà, c'est en début de présentation, Albéric parlait effectivement quand il y a un tiers ou il y a de la sous-traitance. Donc, c'est juste des nouvelles obligations qui vont s'opérer pour le sous-traitant et puis le fournisseur avec qui vous avez le contrat principal. Et vous continuerez à payer la facture actuellement. L'enjeu sera plus chez votre fournisseur principal et son sous-traitant de bien reporter ces informations. Après, on pourra revenir en détail après ce webinaire sur ce sujet-là, mais c'est vraiment très similaire au cas présenté par Albéric par rapport à de la sous-traitance. Exactement. J'avance, je vois que le timing avance un petit peu. Il reste un dernier cas d'usage à expliquer, qui est le cas d'usage du factor.
Et donc, du coup, toujours l'intervention d'un tiers dans cette partie facture. Donc, on est bien sur une facture payée à un tiers. Et donc, à un moment donné, on retrouve ici le fait que le facteur va porter effectivement la responsabilité de la créance. Ça, c'est le côté classique dans le règlement on va dire, du code des impôts. Mais vous le voyez dans le schéma, on a bien le fournisseur qui crée la facture avec la mention du factor s'il est connu au départ, parce qu'on peut aussi avoir des factors en version masquée et à destination de l'acheteur. Et après, c'est finalement le factor qui va déclarer le paiement reçu et qui paiera in fine le fournisseur directement. Et c'est le factor qui devra déclarer le statut d'encaissement de la facture. Donc, c'est lui qui fait l'intermédiaire de relations de paiement entre le fournisseur et l'acheteur. Donc là aussi, vous aurez compris, le factor étant un tiers intermédiaire, il va falloir que le factor puisse avoir accès très facilement, notamment à la PDP du fournisseur, mais éventuellement, pourquoi pas, avoir des relations avec l'acheteur de manière prédominante. Donc, si on détaille un petit peu tout ça, on a quelques règles de gestion qui sont expliquées, où on a donc un facteur qui est en charge de produire le statut encaissé, comme on l'a vu. En cas d'un affacturage notifié, donc du coup, en cas du moment où je crée la facture, le facteur est connu par l'acheteur, eh bien, à ce moment-là, c'est bien le facteur qui va être informé et va avoir accès à la facture. On peut aussi avoir un affacturage confidentiel. Et donc là, finalement, l'acheteur ne connaît pas le nom du facteur pris par le fournisseur. Donc, du coup, on se retrouve avec finalement une interaction directe entre l'acheteur et le fournisseur, mais avec le portage de la responsabilité de la créance fait par le facteur entre les deux. Donc, vous voyez, en fait, encore une fois, on est sur, au départ, un cas d'usage assez simple, où j'ai finalement quelqu'un qui porte la créance à ma place, qui assure, on va dire, la responsabilité de la créance. Mais pour autant, en fonction du type de facteur, de comment il est déclaré, eh bien, je vais avoir des obligations qui vont être différentes. Donc, ça peut ou pas complexifier les choses, mais en tout cas, c'est important de le savoir. Autre donnée importante, on peut à tout moment changer de facteur. Comme d'ailleurs, on peut à tout moment changer de PDP. On ne l'a pas spécifié aujourd'hui et ce n'était pas l'objet des cas d'usage, mais sachez que à tout moment, c'est prévu, hein, vous aurez la possibilité de changer, alors selon votre contrat passé avec votre PDP bien évidemment, mais vous aurez la possibilité de changer de PDP, comme de facteur. Et du coup, eh bien, il va y avoir finalement un espace-temps de transition à avoir. Et donc, finalement, là aussi, à devoir gérer le fait que certaines factures seront encore en cours de traitement sur le facteur numéro 1 et que d'autres devront être envoyées au facteur numéro 2. Idem pour l'exigibilité de la TVA. C'est le facteur, enfin, en tout cas, c'est bien les données de la TVA et seront exigibles dès lors que le facteur aura reçu le paiement. Donc, de la part de l'acheteur. Après, qu'il mette du temps à payer son fournisseur, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'exigibilité de la TVA, elle est dès lors que l'acheteur a fait son boulot de payer. Après, entre les deux, ce n'est pas forcément le problème de l'État. Donc, du coup, vous l'aurez compris ici dans ce cas d'usage, on va vous conseiller d'avoir une PDP très flexible et collaborative. Parce que sinon, encore une fois, si on est sur une black box, ou en tout cas quelque chose qui va simplement assurer une mise en conformité, mais qui n'offrira pas de collaboratif ou de possibilité d'échange autour d'un document ou d'une transaction, eh bien, vous allez vous retrouver à devoir gérer des échanges mails, des échanges téléphones et à devoir finalement être moins souple que ce que vous pourriez faire aujourd'hui avant la réforme. Voilà. Peut-être que ce cas d'usage concerne moins de clients. Néanmoins, il nous paraissait intéressant de le traiter à la fin parce que il peut être simple sur le papier, mais quand vous voyez des fois les petites dispositions internes qui peuvent exister, eh bien, il n'est pas à prendre à la légère.
Et donc pour nous, c'est un cas d'usage version catégorie 3 où il est très important de l'anticiper et de s'intéresser à quelles sont les différentes possibilités que je traite aujourd'hui dans ce type d'émission de facture. Voilà pour les cas d'usage. Je ne sais pas s'il restait des Non, c'est questions. très bien. Alors c'est vrai qu'il y a Stéphane qui est un peu perdu avec toutes ces offres PDP que les gens comme nous proposons, ou alors son ERP ou sa compta. C'est vrai que vous avez le choix, ce qui est bien. Nous, on est très à l'aise effectivement sur le flux fournisseur. On est très complémentaires par rapport aujourd'hui à notre collaboration avec les outils comptables ou les ERP. Dans ce que on va présenter dans quelques minutes, on va arriver sur le marché avec un modèle assez disruptif, en illimité aussi en termes de traitement de facture. Donc, c'est à prendre en compte avec un workflow qui propose une agilité assez importante pour mettre tous les opérationnels dans la boucle. Après, c'est vrai que la data de facturation sur la facture client, c'est la GESCO ou l'outil de facturation qu'ils possèdent. Donc, c'est vrai que ils sont les mieux placés normalement. Mais nous, en tant que PDP ou alors comme on dit OD avec le workflow, on peut compléter le flux sur le client, le prendre en charge si vous voulez qu'un seul prestataire pour les deux flux. On a un peu ce côté hybride qui va être possible. Ça dépend un peu effectivement de vos enjeux. Et qui vérifie les comptes bancaires, le système ou le client? Alors là, c'est effectivement plus vous. Nous, on peut être en interopérabilité pour remonter les statuts de paiement quand il y a du volume. Donc, on peut fonctionner un peu de manière interactive ou automatique, il n'y a pas de souci. Le B2C, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Et pour la TVA, tout dépend s'il s'agit de la TVA sur débit ou sur paiement. Exactement. On ne va pas avoir le temps de traiter ces sujets-là, mais on prend ces questions et vu qu'on va faire un webinaire le 22 mai, on pourra revenir sur ces sujets avec grand plaisir. Alors, on va un peu accélérer parce qu'il reste Oui. 4 minutes et on aime bien être à l'heure. On va vous refaire travailler du coup pour ceux qui sont toujours avec nous. Et je vais lancer le sondage. Avez-vous démarré une analyse des cas d'usage dans votre entreprise? On vous demande si c'est oui, si c'est non, pas encore, ou vous ne savez pas. Les cas d'usage, c'est bien sûr ce qu'on vient de présenter, ce qu'Albéric a présenté avec brio d'ailleurs, parce que c'est pas facile effectivement de répondre un peu à tous les cas, mais là on vous en a donné un aperçu. Donc on vous pose la question, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez commencé à vous projeter? Oui, non, c'est en cours ou pas du tout. Allez, je ferme les votes. On est sur oui à 23. Je ferme, je partage les résultats. Oui à 23%. Non à 48%, donc près de la moitié. 23%, c'est en cours et 7%, je ne savais pas qu'il y avait des cas d'usage. Donc, une grosse moitié où effectivement cette réflexion n'a pas commencé. Et ben écoutez, vous voyez, on a commencé à vous montrer un peu les sujets. C'est important de s'y intéresser, de continuer et de prendre le sujet effectivement avec toute son importance. Une fois qu'on a dit ça, alors les offres disponibles, pour ceux qui ne nous connaissent pas sur DocuWare, la plateforme arrive avec son module PDP pour la France et comme je le disais tout à l'heure, sur plusieurs pays. Parce que si vous faites du sourcing ou de la vente en Union européenne, dans lequel majoritairement il y a des obligations, d'autres obligations, notamment l'Espagne, l'Italie, la Belgique, eh bien, on pourra couvrir ces enjeux-là avec une même plateforme. Donc, on va être en interopérabilité intégrée dans votre système d'information pour aller échanger, récupérer les informations dans l'outil comptable, dans l'ERP, dans l'outil de paiement. Et bien sûr, DocuWare va pouvoir faire ce passe-plat entre le réseau de PDP et vos opérationnels pour ensuite remonter les bonnes informations au PPF, la partie des GFIP, donc s'intégrer dans ce modèle pour la France et les autres pays sans aucun problème. En tout cas, c'est des sujets d'intégration, donc c'est des projets
pour bien réussir la mise en place du service d'OQR et du service PDP. Ensuite, alors on avait une petite vidéo. On va finir avec quelques minutes de retard, mais c'était un peu pour vous projeter. L'interface d'OQR va évoluer, mais là, celle-ci qu'on a actuellement, eh bien, vous voyez une démo où on a déposé une facture client. On a une tâche dans le workflow qu'on voit ici qui demande la confirmation avant de l'envoi sur la plateforme PDP. OK. Dans une liste qui sont un peu nos classeurs dynamiques, on a ici un statut. Donc, il est sur nouveau. Et celui-ci là, vient de changer à envoyer. Donc, il a été pris en charge par la PDP d'OQR. De l'autre côté, si on se connecte sur le d'OQR de l'acheteur, on est dans un scénario où le fournisseur et l'acheteur, ils ont d'OQR. Eh bien, côté acheteur, il va être réveillé par une tâche, là aussi, qui peut être secondée par une notification par mail ou par Teams. Et donc, il va, là, sur un élément de démonstration très simple, recevoir une tâche de validation avec les champs effectivement obligatoires ou facultatifs. Je peux voir le document, il peut être relié à ma commande. Si on est sur des commandes de prestations ou de marchandises reliées à une réception, une commande, on pourra avoir une réconciliation. Là, on va assez vite, on a approuvé la facture, le statut change dans mes listes chez moi, et bien sûr, de l'autre côté, à travers les PDP, eh bien, celui-ci va aussi être mis à jour côté fournisseur. Donc, rapidement, quand on parlait de workflow, d'interopérabilité et un peu de fonctionnement en EDI, eh bien, côté fournisseur et acheteur, dans notre interface actuelle, voilà comment ça se présente. Alors là, on a dit, en présentant cette vidéo en quelques minutes, vraiment que 20% de ce que peut faire DocuWare. On va pouvoir vous aider sur l'enregistrement d'un nouveau fournisseur ou d'un nouveau client. Avant d'avoir des factures de sous-traitance ou de frais généraux, on peut aussi gérer des demandes d'achat avec du contrôle budgétaire. On en a parlé sur les factures de marchandises, faire de la réconciliation commande-livraison, avoir des workflows de validation et de pré-saisie comptable. Dans le cadre d'une relation effectivement commerciale avec un fournisseur, on peut aussi intégrer une gestion des contrats. Du collaboratif, dans Outlook, dans Teams, quand on doit gérer du versionning de documents ou de l'accès en mobilité. Et une partie intégrité sécurité avec du stockage dans DocuWare qui est fait avec une technologie coffre-fort, donc qui aide effectivement dans ma piste d'audit fiable à montrer la sécurité et l'intégrité des données. Et donc une offre invoicing qui va arriver, voilà, qui va être lancée dans les prochains mois. On a déjà le modèle économique de notre service PDP. Un seul mot illimité. Pour avoir le reste, contactez-nous. Si vous souhaitez vous enregistrer pour une démo, un petit QR code à flasher et des informations à renseigner, on vous recontactera. Voilà. S'il y a des questions. 11h02. On ne vous entend plus. Bizarre. Désolé. En tout cas, dans le replay, on m'entendra jusqu'au bout. Ok, bravo pour cette présentation. Merci. Quelles sont les forces de la PDP d'OQWare? Écoutez, Fabienne, j'ai essayé de les présenter sur le précédent slide. Où puis-je trouver l'intégralité des cas d'usage? En tapant dans Google cas d'usage réforme de la facture électronique, vous allez être redirigé vers la bonne page de la DGFiP. Version des spécifications 2.4. Sinon, en version 3, vous ne les trouverez pas. Exactement, donc 2.4 pour avoir la bonne réponse, la bonne version du document. Oui, on va revenir vers vous par mail avec le support. Et écoutez, on n'a que des remerciements. Merci beaucoup, Albéric. Merci également à toi. Et on reste à votre disposition. Merci d'être resté aussi nombreux jusqu'à la fin. Et puis, à très bientôt, 22 mai, on refait un webinaire sur la facture électronique. Et donc, on prendra d'autres cas d'usage qu'on décortiquera avec pédagogie. Et on fera aussi des petites mises à jour sur notre offre avec des nouvelles présentations sur les fonctionnalités PDP de DocuWare. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.